le module de conversation. Et je tenterai là, de modérer les échanges du mieux que je peux. Je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui, le webinaire est enregistré et j'aimerais aussi vous prévenir qu'à la fin du webinaire, il y aura dans le module de conversation un hyperlien qui mène vers un questionnaire d'évaluation. Je vous prierai de vous prêter au jeu parce que ça nous permet d'améliorer les activités qu'on vous offre. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre conférencier. Alors, il s'agit d'Éric Robitaille, qui est l'auteur principal du numéro opus en question aujourd'hui. Éric est chercheur et géographe. Il est conseiller scientifique spécialisé à l'Institut national de santé publique du Québec depuis plus de 10 ans. Il collabore avec le CREDS depuis sa création. Détenteur d'un doctorat en études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique, urbanisation, culture, société. Il est aussi professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Éric Robitaille se penche sur les liens entre l'environnement bâti et la santé et cherche à relever les facteurs facilitants et les barrières à l'aménagement d'environnements favorisant la saine alimentation et la pratique d'activité physique. Éric, je te cède la parole. Merci, Maude. Est-ce que vous voyez ma présentation? Maude, peux-tu me confirmer que tu vois? Oui. On la voit. OK. Vous ne voyez pas, c'est ça en mode présentation, là. Ah, Maude? Oui, c'est en mode présentation. OK, merci. Bon, comme vient... On voit ta prochaine diapo. Éric, c'est pas en mode présentation, je m'excuse. Pas en mode présentation? OK. Non. Attends. OK, là non plus, là. Là? Là, on la voit plus du tout. OK. Bon. Là? Ça s'en vient? Oui, c'est bon. OK, merci. OK, bon, désolé du pépin technique. Là, comme a dit Maud dans l'introduction, aujourd'hui, le sujet du webinaire va porter sur un numéro de la collection Opus. Là, ici, dans la page d'intro, là, je vous ai mis le lien là aussi que vous pouvez aller consulter les numéros Opus. Ce numéro Opus-là porte sur des actions pour une utilisation et une conception optimale des infrastructures extérieures à vocation récréative. Comme Maud a dit, c'est moi l'auteur principal de cet opus-là, mais il n'aurait pas été possible de le réaliser sans la contribution de plusieurs professionnels qui sont logés ici à l'Institut, qui ont une expertise dans certaines portions de cet opus-là. Je vais les nommer, là, Mélanie Baudouin, Zoé Brabant, Michel Gagné, Mathieu Gauthier, Catherine Girard, Vicky Huppé, Andréane Melançon et Marie-Claude Roberge. J'ai vu là, au début du webinaire, là, quand les personnes se sont connectées au webinaire, j'ai vu que certaines personnes étaient présentes avec nous. Donc, un petit plan de la présentation. Je vais commencer par les objectifs qu'on a essayé les objectifs de cet opus-là. Après ça, la deuxième section va porter sur les rappels, sur les bienfaits des infrastructures récréatives extérieures à vocation réduite sur la santé et le bien-être de la population. Les deux autres sections vont porter plus sur une conception optimale de ces infrastructures-là. Dans cet opus-là, on a, pour une conception optimale, on a porté nos sujets sur la sécurité à l'intérieur de ces infrastructures-là, le bruit environnemental. Quand on conçoit une infrastructure extérieure, ben, se préoccuper d'utiliser des matériaux sains et sécuritaires et aussi, finalement, du confort thermique. L'autre section va porter plus sur comment on optimise l'utilisation de ces infrastructures-là.
Les points qu'on a touchés dans cet opus-là portaient sur l'accessibilité aux infrastructures récréatives, à la diversité des infrastructures récréatives, à la qualité et finalement à la polyvalence des infrastructures récréatives. Finalement, la dernière session va porter, oui, on parle d'infrastructures et d'environnement bâti, mais il y a peut-être d'autres dimensions qui pourraient être touchées pour soutenir une utilisation optimale de ces infrastructures-là. Ça va être l'avant-dernière section. Puis finalement, la dernière section, ça va être un rappel sur comment vous pouvez vous outiller dans l'implantation et dans l'aménagement de ces infrastructures récréatives-là. Donc, les objectifs de cet opus, c'était de, rendre compte des bienfaits de ces infrastructures-là sur la santé et le bien-être de la population. 2, de proposer des pistes d'action pertinentes pour des aménagements d'infrastructures à vocation réactive favorables à la santé et au bien-être. Et finalement, de présenter des outils, des expériences inspirantes ainsi que des références utiles pour aller plus loin dans l'aménagement d'infrastructures extérieures à vocation récréative. Bon, quand on parle, nous, là, dans cet opus-là, d'infrastructures à vocation récréative, qu'est-ce qu'on entend? C'est des infrastructures qui sont accès librement au public sans être réservées à une espèce de membership de la part d'une organisation. Elles permettent la pratique d'activités physiques ou sportives et répondent aux besoins des résidents locaux. Par exemple, les aires de jeu sont considérées comme des infrastructures à vocation récréative, les jeux d'eau, les terrains sportifs, mais aussi les espaces de promenade et les pistes cyclables. Tous ces éléments-là sont inclus dans ce qu'on appelle, nous, dans cet opus-là, des infrastructures à vocation récréative. Ici, là, je vous liste quelques exemples là, qui sont cités dans l'opus de qu'est-ce qu'on entend par infrastructure extérieure à vocation récréative. Donc, ces infrastructures à vocation récréative-là, ils comportent de multiples bienfaits pour la santé et le bien-être de la population. Le premier aspect qui peut être en lien avec les infrastructures récréatives, c'est que ça a un impact sur la santé physique. On parle dans l'opus ici de surtout l'activité physique. Dans le fond, les infrastructures à vocation récréative offrent une opportunité quand même importante pour les jeunes et aussi les moins jeunes de pratiquer plusieurs types d'activités physiques. Ici, je l'ai nommé, là, tourner, glisser, se balancer, grimper, ramper, sauter et courir. Pour les adolescents, les adultes et les personnes aînées, les infrastructures récréatives offrent une opportunité de maintenir d'un poids santé, prévenir l'apparition de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Pour les aînés, ça peut maintenir la masse musculaire et la densité osseuse qui est en lien avec une prévention des chutes et au final maintenir la qualité de vie chez les personnes plus aînées. Bon, les infrastructures récréatives aussi ont un impact sur la santé mentale. Pour la santé mentale, plus particulièrement chez les jeunes, on parle que quand les jeunes utilisent ces infrastructures-là récréatives, ils développent des habiletés. Par exemple, nous, on a mentionné dans l'opus la confiance en soi. Certains types d'infrastructures récréatives où c'est plus du jeu libre qu'on peut y pratiquer, mais ça peut développer un concept de soi positif et réduire l'anxiété. Pour la population en général, dans le fond, ici, les bienfaits que ça peut apporter à la population générale, c'est en lien avec que l'infrastructure à vocation récréative est une source d'activité, peut devenir une source où on peut pratiquer une activité physique. Donc, si on pratique une activité physique, on va avoir un impact sur la qualité du sommeil, une interruption de pensée négative. On peut améliorer nos liens sociaux en côtoyant ces espaces-là et finalement réduire la solitude. Ici, ce n'est pas une présentation exhaustive des bienfaits des infrastructures récréatives sur la santé, mais c'est seulement quelques exemples. Je vous inviterai à aller consulter l'opus pour avoir plus de détails sur le sujet. Bon, comment qu'on procède, dans le fond,
pour avoir le maximum de bienfaits sur la santé et le bien-être de la population, comment on conçoit optimalement ces infrastructures récréatives-là pour qu'on amène un apport maximal sur la santé de la population. Le premier aspect, nous, qu'on a regardé dans cet opus-là, c'est l'aspect sécuritaire. Ici, par exemple, dans l'opus, on avait divisé entre les différents types d'infrastructures qu'on pouvait retrouver majoritairement dans les parcs et espaces verts, par exemple. Le premier type d'infrastructure qui était les aires de jeu, on a mentionné que les structures, les appareils doivent être conformes à la norme. Les surfaces sous et autour des appareils doivent être recouvertes de matériaux amortisseurs d'une épaisseur suffisante. Les appareils préscolaires et scolaires doivent être séparés en 2 zones et indiqués par des panneaux. Les infrastructures doivent être installées conformément aux instructions du fabricant ou du concepteur. Puis finalement, l'inspection et l'entretien doivent être fréquents pour s'assurer de la sécurité des infrastructures. Pour ce qui est des terrains sportifs, étant donné que l'aménagement ou la conception optimale du point de vue de la sécurité diffère d'un terrain sportif à l'autre, par exemple, ce n'est pas les mêmes normes qu'on peut appliquer pour un terrain de baseball versus un terrain de soccer. Ici, je vous fais plutôt un lien vers le guide qu'on a mis en référence dans l'opus, qui est un guide qui présente les différentes normes d'aménagement des différentes infrastructures récréatives, dont les terrains sportifs. Vous pouvez aller consulter ce document-là pour de plus amples renseignements sur les aménagements qui sont préconisés pour favoriser la sécurité dans les différents terrains sportifs. Aussi, autour de la sécurité, un troisième type d'espace qu'on a considéré, c'est les espaces de promenade et les pistes cyclables. Ici, on a axé notre point de vue sur l'accès inclusif à ces espaces de promenade et pistes cyclables. Donc, pour des espaces inclusifs et sécuritaires, pour ce qui est des infrastructures plus de promenade comme les sentiers ou les pistes cyclables qui sont présentes dans les parcs et espaces verts, par exemple, il faut qu'ils soient bien entretenus et possèdent un revêtement sécuritaire assez large et pourvu de lignes de vie ou d'un fil d'Ariane pour faciliter le déplacement des personnes avec une déficience visuelle. Ils doivent être accompagnés d'une signalisation comme la distance vers, par exemple, les heures de service, pourvu de mobilier tels que des bancs et des tables, et autant que possible, que certains endroits soient ombragés ou qui soient accompagnés d'un verdissement. D'autres dimensions pour une conception optimale des infrastructures récréatives à vocation récréative, on a aussi émis des commentaires sur le bruit environnemental. Dans le fond, les infrastructures à vocation récréative extérieure vont être en quelque sorte une source d'émission de bruit environnemental. Donc, il faut faire attention pour éviter les nuisances que peut amener l'implantation de ces infrastructures récréatives-là, mais aussi elles sont récepteurs de bruits environnementaux dans le sens qu'il ne faut pas localiser les infrastructures ou le site où on va mettre en place des infrastructures près d'autres infrastructures urbaines qui peuvent amener certains bruits. Comme par exemple, là, ici, on a souligné, par exemple, la localisation d'un parc en bordure d'autoroute. Ici, c'est une localisation qui est peut-être moins optimale en lien avec le bruit qui est engendré par la proximité de l'autoroute. Là, ici, c'était un exemple de l'autoroute 440 dans la région de Québec. Pour une conception optimale aussi, on a parlé aussi des matériaux sains et sécuritaires qui devraient être utilisés, en particulier le granulat de pneus recyclés qui est surtout utilisé dans la conception de terrains synthétiques. Là, il y a certains risques qui peuvent être amenés par l'utilisation de ce matériau-là. Dans le fond, des risques de stress technique par les usagers par des périodes de chaleur. Finalement, aussi, la structure métallique de certaines composantes des infrastructures récréatives extérieures peuvent occasionner des brûlures. La recommandation qu'on a émise dans ce cas-là, c'est d'installer des petites affichettes. Là, ici, j'ai trouvé un exemple de petites affichettes là, aussi qui montrent que
peut-être à la période de chaleur, bien, certaines composantes des infrastructures récréatives peuvent occasionner des brûlures. Bon, finalement, pour une conception optimale, on a aussi abordé le confort thermique pour améliorer le confort thermique de ces infrastructures récréatives-là. Ben, on peut améliorer le verdissement autour de ces infrastructures-là. Ça va réduire la température ambiante. C'est une possibilité aux populations qui n'ont pas de cours de se rafraîchir par temps chaud. Puis finalement, un autre avantage, c'est que l'emplacement optimal de la végétation pourra protéger les utilisateurs en temps d'intempéries. Une autre infrastructure qui peut amener aussi plus de confort thermique, c'est les jeux d'eau. C'est particulièrement intéressant en période de forte chaleur durant l'été. Ça abaisse la température de l'air et du corps des utilisateurs. Ici, on a un petit truc à prendre en considération. Bien, en fonction de comment on va concevoir cette infrastructure-là de jeu d'eau, bien, il va être, par exemple, soit qu'on va utiliser un système où l'eau va être recyclée en permanence ou qu'on va utiliser l'eau du système d'aqueduc. Bien, si on utilise un eau qui est tout le temps recyclée, bien, il y a peut-être des dangers de contamination de l'eau. Ici, je vous ai mis le lien vers le guide qu'on recommande là, dans notre opus là, pour qu'on puisse aménager autant que mieux ces jeux d'eau, dépendamment du système d'alimentation en eau qu'on utilise. Bon, pour la deuxième section, dans le fond, là, de notre opus, portait sur des éléments qui pourraient favoriser optimalement l'utilisation de ces infrastructures récréatives-là. Bon, le premier aspect qu'on a traité, c'est l'accessibilité. On a trouvé dans la littérature scientifique une accessibilité accrue aux infrastructures récréatives permettait une augmentation de la fréquentation de ces infrastructures-là, puis une utilisation maximale de celles-ci. Premier aspect en lien avec l'accessibilité, ben, c'est la proximité géographique. Là. Dans le fond, on a découpé l'accessibilité en plusieurs niveaux spatiaux, là, la proximité géographique dans le sens pour l'ensemble d'un territoire, l'accessibilité, dans le fond, aux aménagements, plus qu'on se rapproche du parc ou de l'espace vert. Puis à l'intérieur même du parc aussi, on a traité de l'accès inclusif aux infrastructures. Pour ce qui est de la proximité géographique, là, il a été montré dans la littérature que plus les personnes habitaient proches d'une infrastructure récréative, plus qu'ils avaient tendance à pratiquer plus d'activités physiques de loisirs. Ici, on a mis aussi, dans l'opus, on a aussi parlé aussi que les secteurs défavorisés et les secteurs ruraux étaient moins accessibles à ces infrastructures récréatives-là. Là, pour contrer ce phénomène-là, bon, on invite les gens à avoir une réflexion sur l'offre de transport en commun et l'offre de transport actif autour des infrastructures récréatives-là. Puis pour les milieux peut-être plus ruraux, de développer autant que possible des infrastructures polyvalentes, parce qu'en milieu ruraux, à cause de la densité, on a moins d'infrastructures par capita qu'en milieu urbain. Là, ici, les deux illustrations, la première illustration, là, ici, vous montre, là, ici, c'est une analyse que j'ai faite rapidement là, hier, là. C'est dans le fond une mesure d'accessibilité à des infrastructures récréatives là, en mètres, c'est-à-dire que la population est en moyenne à une distance X mètres d'une infrastructure récréative en fonction de la défavorisation matérielle des quartiers. Les données montrent que plus qu'on est dans un quartier défavorisé, ça c'est des données à l'échelle du Québec, là, dans le fond pour tout le Québec, le graphique montre que plus qu'on est dans un secteur défavorisé, plus qu'on a tendance à être localisé loin d'une infrastructure récréative. C'est un peu le propos qu'on avait souligné dans l'opus, mais pour des données plus québécoises. Et ici, la petite vidéo, là, ça vous montre, ici, c'est la deuxième figure, là, en bas. Là, ça vous montre l'emplacement, la localisation
de l'ensemble des infrastructures récréatives pour la ville de Montréal. Dans le fond, c'était notre premier niveau géographique, là, regarder à l'ensemble d'une île, d'une municipalité ou d'un quartier, l'accessibilité aux infrastructures récréatives. Mais comme je vous ai dit, dans le topo, on regarde aussi différents niveaux géographiques d'accessibilité, comme par exemple l'accessibilité à l'aménagement dans les parcs, mais aussi, bon, mon vidéo ne fonctionne pas. Tantôt, il fonctionnait. C'est pas grave. Là, ça va vous montrer un zoom, là, dans le fond, sur un parc espace vert pour montrer la localisation des différentes infrastructures qui sont localisées, par exemple, dans un parc espace vert. Puis aussi qu'il faut prendre en compte aussi, pour chaque infrastructure, autant que possible que ce soit un accès inclusif. Bon, ici, c'est un exemple là, que j'ai retrouvé dans la littérature là, qui montre l'impact que peut avoir, quand on parlait ici de la proximité géographique, la proximité géographique peut être améliorée, par exemple, par l'implantation de nouvelles infrastructures récréatives, mais aussi par la rénovation ou la mise en place d'infrastructures dans des cadres existants. Là, ici, c'est ça. Ici, ça vous montre un exemple. Là, c'est un exemple, je pense que ça a été réalisé ça a été réalisé aux États-Unis. C'est dans le fond, c'était la rénovation d'un parc là, avec l'implantation de plusieurs types d'infrastructures récréatives. Là, on le voit ici, les deux images. Là. Ça, c'est la zone avant l'implantation des nouvelles infrastructures récréatives. Ici, c'est la zone après l'implantation des nouvelles infrastructures. Les infrastructures, ça comportait l'implantation d'un sentier permettant d'avoir accès aux différentes nouvelles infrastructures, l'implantation d'un mini terrain de soccer, de différentes aires de jeu, puis aussi d'un jardin urbain là, qui appelait comme de l'agriculture urbaine. Puis là, eux autres, dans cette étude-là, ils ont évalué l'activité, le niveau d'activité physique que les utilisateurs du parc avaient avant l'implantation de ces nouvelles infrastructures-là, puis après. C'est qu'est-ce que le graphique montre. Là. Ici, avant, pour la période 2010, c'est la dépense en énergie avant l'implantation des infrastructures. Puis on voit, après l'implantation de ces nouvelles infrastructures-là, une augmentation quand même importante de la dépense en énergie dans ces nouvelles infrastructures-là. On voit ici une baisse là, du niveau de dépenses en énergie pour la période d'octobre. C'est comme un peu nous autres, là, aussi que les infrastructures sont moins utilisées pour cette période-là. La ligne en noir vous montre les utilisateurs du parc, puis la ligne en pointillé vous montre des non-utilisateurs de ce parc-là. C'est-à-dire, pour les non-utilisateurs, la pratique d'activité physique est restée constante, mais pour les utilisateurs du parc avec les nouvelles infrastructures, l'augmentation d'activité physique a augmenté. La pratique d'activité physique a augmenté. Bon, outre l'accessibilité, il y a d'autres dimensions qui peuvent rendre une utilisation optimale des infrastructures récréatives. On parle ici, par exemple, de la diversité. Plus qu'on va avoir, par exemple, un parc espace vert avec une multitude d'infrastructures, une diversité d'infrastructures, ça va amener plus de visiteurs. On parle aussi de la qualité. Plus que les infrastructures récréatives à vocation récréative vont être de qualité, ça va amener une utilisation accrue de celle-ci. Quand on a parlé de qualité aussi dans l'opus, on a aussi parlé des services qui sont pas nécessairement reliés aux infrastructures récréatives, mais ne sont pas nécessairement des infrastructures récréatives. Par exemple, quand on met en place une infrastructure récréative, il est important de penser à mettre en place des services connexes, comme par exemple des fontaines d'eau, des éléments pour se reposer, comme des bancs de parc ou des tables à pique-nique, mais aussi des sanitaires. Finalement, le troisième point pour une utilisation optimale, il y a la polyvalence. C'est de autant que possible de mettre en place des infrastructures intergénérationnelles. De se préoccuper aussi qu'on a une saison hivernale, c'est-à-dire que quand on implante des infrastructures, on rénove des infrastructures, de prendre en considération qu'on pourrait les utiliser optimalement tout au long de l'année. Et après aussi de favoriser le développement d'infrastructures
qui peut amener les utilisateurs à pratiquer le jeu libre. Ici, je vous mets des petites photos d'exemples de mon propos. Ici, j'avais trouvé 2 exemples là, pour adapter ou mettre en place des infrastructures plus en contexte hivernal. Là, ici, c'est un exemple québécois, Laboratoire de l'hiver, là, qui je trouvais quand même intéressant. C'est des infrastructures qui peuvent être aussi utilisées tout au long de l'année. Bon, OK. Là, notre opus portait spécifiquement sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'environnement bâti pour les infrastructures récréatives. Mais il y a d'autres dimensions reliées aux infrastructures récréatives qui peuvent amener une utilisation optimale de ces infrastructures-là. On avait 2 points dans notre opus, l'accessibilité symbolique et sociale. L'accessibilité symbolique, on entendait par là que les infrastructures doivent être accompagnées, par exemple, de paysages attrayants, uniques ou liés peut-être même à des aspects historiques et culturels. Il fallait aussi, quand on conçoit ou qu'on met en place des infrastructures, de prendre en considération la diversité culturelle des communautés dans l'aménagement et la promotion de ces infrastructures-là est de nature à favoriser leur accessibilité. Puis finalement aussi, toute bonne infrastructure doit être accompagnée aussi de promotion de cette infrastructure-là. Aussi, qu'est-ce qui va favoriser son utilisation? Bien, s'il y a de l'animation, puis finalement aussi la pérennité de l'infrastructure récréative. Bon, OK. La dernière section de notre opus, là, ben, c'était comme une espèce de répertoire de guides et outils là, qui peuvent vous aider dans la conception et l'aménagement des infrastructures. Là. Vous pouvez aller consulter le numéro opus. La liste est présente dans le numéro opus. Et ici, là, je vous en mets quelques exemples, soit des guides ou des outils qui ont été publiés soit par l'Institut ou par des organismes qui sont spécialisés dans l'implantation et l'aménagement d'infrastructures récréatives. Par exemple, ici sur le bruit, le guide des heures des appareils de jeu publié par l'Institut, ici par d'autres organismes. Voilà. Merci, j'ai terminé, Maude. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup, Éric, pour la présentation.